Vous êtes parent? Profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers et les rumeurs. Sur Internet, trouvez une information confirmée comme fausse. Votre enfant ces questions. Qui est à l'origine de cette information? À qui est-elle destinée? Provient-elle d'une source fiable? Pendant l'épidémie de Covid-19, il a réussi à monter le store, mais ça me fait un grand flash. Officielle et aux médias Ne le descendez pas à fond. information non vérifiée. Ceci est un message de l'UNESCO. Ça va être à nous. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue au bar de l'économie, un grand merci à Charlie qui m'accompagne pour la technique. Et puis vous pouvez nous suivre bien sûr en FM 98.0 sur IDFM Radio Anguin ou en vidéo live via Facebook page Bar de l'économie ou encore en web radio idfm 98.fr, c'est donc sur le net. Alors aujourd'hui, nouvelle chronique comme je vous l'avais annoncé hier, 5 minutes sur le Covid avec notre expert Jean-Claude Durousseau et le professeur Gilbert Deray. Et puis bien sûr on continuera avec nos infos du jour et puis nos entretiens. On aura la chance d'avoir Bernard Cohen-Haddad, le président du think tank Étienne Marcel et le président de la CPME Paris-Île-de-France. Et puis nous aurons Carl Toussaint Duvaste, cofondateur de Net Investissement. Et puis bien sûr notre lecture du jour, avec Laurence Robe, artiste comédienne, qui nous lira un extrait d'un classique, c'est Vanina Vanini de Stendhal. Alors de la musique toujours pour rythmer cette émission, mais tout de suite, comme annoncé, eh bien 5 minutes sur le Covid avec le professeur Gilbert Deray qui décrypte les récentes recherches aujourd'hui et Jean-Claude Durousseau, notre expert en santé. 5 minutes pour comprendre le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, on en apprend tous les jours sur ce virus et notamment au niveau physiopathologique, on a fait des découvertes assez importantes ces derniers jours. Absolument. En fait, depuis le début, on s'est aperçu que nos patients, ceux qui basculaient en réanimation, ils manquaient terriblement d'oxygène, beaucoup plus que ce que nous avons l'habitude de voir dans des simples infections pulmonaires, même graves. Alors, pour comprendre, il faut rappeler que les globules rouges que vous avez dans le corps vont transporter l'oxygène, ils vont capter au niveau des poumons, ils vont aller le transporter dans tous les organes, le poumon, le cœur, le cerveau. Et pour le transporter, ils ont de l'hémoglobine. Et dans cette hémoglobine, il y a du fer. L'oxygène va se fixer sur cette hémoglobine et ce fer va être transporté dans les organes et va être libéré. Eh bien, le virus, il va prendre la place du fer. Ça va avoir deux conséquences majeures. La première, c'est que tout le fer que vous avez dans vos globules rouges, il va être libéré dans le sang. Je vais en parler. La deuxième chose, c'est que le globule rouge va plus être capable de fixer l'oxygène. Donc, vous allez brutalement ne plus pouvoir fixer de l'oxygène dans les globules rouges, celui que le poumon vous donne, et donc ne plus en amener dans les organes. La première conséquence, vous allez manquer d'oxygène dans le cerveau, dans le foie, dans le rein, dans les poumons, et vous allez être très malade et avoir besoin de réanimation. La deuxième conséquence, c'est tout ce fer qui a été libéré est très toxique. Le fer, il ne faut pas qu'il soit libéré dans le sang, il faut qu'il reste confiné dans les globules rouges. Et quand il est libéré dans le sang, ça va créer ce qu'on appelle un grand stress oxydatif, en fait une très grande inflammation. Ça aussi, on a parlé de cet orage inflammatoire. Il va participer à l'orage inflammatoire, et cet orage inflammatoire va être une des raisons de la toxicité du virus et une des raisons du décès. À la fin, en réanimation, c'est même pas le virus qui va nous tuer, c'est l'orage inflammatoire. Donc le virus provoque deux grandes conséquences. Un, vous manquez d'oxygène. Deux, vous avez plein de fer dans la circulation et un orage inflammatoire. En fait, au début et pendant longtemps, on a pensé que les poumons ne fonctionnaient plus à cause des fibroses qu'on voyait sur le scanner, mais en fait, c'est le transport d'oxygène qui ne fonctionne pas. Alors, je vous dirais, oui, c'est tout à fait ça, mais je vous dirais que évidemment, ça peut être les deux. Hein, parce que si vous avez une atteinte pulmonaire avec, par exemple, une surinfection ou de l'inflammation en poumon, ça va jouer un rôle. Mais ce que je viens d'expliquer joue également un rôle et les deux conjoints. Et ça explique très très bien des situations où tout s'accélère de façon extrêmement rapide et un patient qui allait bien à 8 heures du matin, à 10 heures du matin, il ne peut plus respirer du tout, il doit être placé en réanimation. Est-ce que c'est ce qui explique aussi le fait que d'autres organes sont attaqués? Et je pense notamment à des patients dont l'état se dégrade subitement et meurent en fait d'attaque cardiaque.
Fait, on a cet orage inflammatoire qui va créer des désordres extrêmes au niveau du foie, au niveau des reins et également au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, on considère que 20% de la mortalité de l'animation, ce n'est pas les poumons, c'est le cœur. En termes de traitement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux phases dans la maladie. Il va y avoir une première phase où on va utiliser des antiviraux pour diminuer le plus possible la charge virale, et une deuxième phase où on va lutter contre cette fameuse inflammation et ses conséquences qui peuvent être infectieuses. Oui, tout à fait. En fait, quand le patient est en réanimation, il faudra évidemment lutter comme d'habitude contre les surinfections pulmonaires ou ailleurs. Et il faut absolument contrer l'orage inflammatoire. Et pour le contrer, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours avec des anti-inflammatoires extrêmement puissants qui vont permettre justement de diminuer cet orage, de diminuer cette inflammation, et ainsi que le patient puisse passer ce cap, en fait. Et j'ajouterais que du fait qu'il manque d'oxygène de façon extrêmement importante, on se demande s'il ne faudrait pas placer certains de nos patients en caisson hyperbare, vous savez, comme après les accidents de plongée, pour que notre sang puisse être réoxygéné et peut-être mettre moins de pression dans les poumons comme on en met avec les machines de réanimation, parce qu'on finit par être contre-productif et abîmer les tissus pulmonaires. Les respirateurs, finalement, ils servent à quelque chose ou pas alors? Alors oui, bien sûr, sans le respirateur, le patient va mourir. Mais il va falloir qu'on trouve le juste équilibre entre le respirateur qui permet au patient de respirer et la pression qu'on met dans les poumons à l'aide de ces respirateurs, qui, si elle est inefficace, parce que l'oxygène ne peut plus arriver dans les globules rouges, va finir par être plus délétère qu'autre chose. Donc il faut mettre moins de pression et avoir plus d'oxygène qui arrive dans le sang. Voilà, on en apprend tous les jours sur ce virus qu'on connaît de mieux en mieux. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma... Voilà, c'était donc le spécial Covid que nous allons faire maintenant dorénavant tous les jours au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, grâce à notre expert santé qui était également avec nous hier, si vous nous avez suivis, pour cette spéciale Covid que nous avons fait sur une demi-heure. Alors, autre info du jour, eh bien, toujours un appel à la mobilisation des couturières et des livreurs valdoisiens. Donc, si vous êtes volontaire, rejoignez le collectif des blouses pour l'hôpital sur blouses au pluriel pour l'hôpital tout attaché.com. Chaque bénévole reçoit un kit, un tissu prédécoupé, un fil et un élastique par un livreur lui aussi bénévole. Un tutoriel et des conseils pratiques de couturières professionnelles sont disponibles sur ce site internet de ce collectif. Voilà, et plus de 2000 blouses ont déjà été livrées et il faut en fabriquer là de nouveau 2400. Donc on a besoin de vous, bien sûr, et puis aussi il y a besoin de couturiers pour des masques. Alors je donnerai d'ailleurs cette info tous les jours car c'est très important vu l'ampleur de cette épidémie et la rapidité de contagion. Autre info du jour, c'est jusqu'à la fin de la pandémie du Covid-19, 59 soignants de l'hôpital de Pontoise et de la clinique Sainte-Marie à Osny seront maintenant hébergés et nourris dans le centre départemental de formation et d'animation sportive situé à Aubonne, en Val d'Oise toujours. Marie-Christine Kiabeki, présidente du département avec le maire d'Aubonne, ont décidé de mettre à leur disposition ces équipements pour ceux qui habitent loin ou qui ne veulent pas revenir dans leur famille par crainte de contamination. Je pense aussi à tous les infirmiers et tous les soignants bénévoles qui viennent d'autres régions pour aider au renfort. Donc ils pourront être accueillis jour et nuit. Le département du Val d'Oise prendra à sa charge les coûts d'hébergement, de restauration et de gardiennage. Bien sûr, les chambres sont individuelles. Des distances de sécurité sont mises en place entre la salle de restauration et des plateaux repas sont mis à leur disposition selon leur heure d'arrivée. Le département a livré des masques chirurgicaux aux équipes du CDFAS qui seront en contact avec le personnel soignant et chaque chambre est bien sûr nettoyée tous les jours. Voilà, ça c'était donc une autre info pour aujourd'hui. Autre info, c'est la Chambre de commerce et d'industrie d'Val d'Oise qui ouvre une plateforme d'entraide, c'est la CCI Entraide, d'échange interentreprises sous le nom de CCI Business Trade Union grandparis.fr et là-dessus vous avez cette plateforme d'entraide, Entraide Île-de-France, donc spécial CCI. Vous pouvez proposer vos ressources actuellement inutilisées ou hors d'usage dans le cadre de l'arrêt partiel de votre activité. Vous pouvez rechercher des partenariats pour débloquer une situation de gestion ou de fabrication dans le cadre de la situation actuelle. Vous pouvez diffuser toute offre de recherche relative à une démarche
solidaire. Cette démarche est simple, rapide et gratuite en 3 étapes. Donc, vous pouvez bénéficier de tout ça. Vous avez simplement un petit formulaire à remplir. Vous déposez votre annonce et c'est la CCI qui gère, qui assure la collecte en fait de vos données et la mise en ligne qualifiée, puis la mise en réseau. Voilà, et chacun pourra donc vous contacter directement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours envoyer un mail à cci-entraide@cci-paris-idf.fr et puis vous pouvez aussi les appeler au 01 55 65 44 2 fois. Voilà, et puis par un autre email également, si vous êtes chef d'entreprise ou salarié, urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr. Autre info du jour, c'est la crise qui a conduit la SNCF à donc réduire progressivement le service de transport de voyageurs. Le trafic a chuté jusqu'à atteindre une offre minimale de 7% des TGV et 15% des TER en circulation. Alors la SNCF se dirige vers une remise en service par étapes, construite avec les régions à partir du 11 mai, d'abord avec la remise en circulation d'un train sur 2, progressivement pour les TGV, plus rapidement pour les transports du quotidien. Et l'objectif est bien sûr de reprendre une activité normale à l'été. Donc il faudra attendre jusqu'au mois de juillet. Si le respect des gestes barrières n'est pas respecté par les usagers, eh bien le transport sera revu à la baisse du trafic. Donc pour ça, des solutions hydroalcooliques dans les transports et dans les gares devraient être mises à disposition. Et s'agissant du transport de marchandises, la filiale Fret SNCF a maintenu son activité à hauteur de 60% du plan de transport pour garantir l'approvisionnement du pays. Mais pour les usagers des trains, eh bien la SNCF va demander à tous les voyageurs de porter un masque. Jean-Pierre Farandou, devant la commission du Sénat la semaine dernière, a souligné que le groupe allait encore subir de lourdes pertes financières, bien sûr, mais qu'il est trop tôt pour les chiffrer. Et puis, il a ajouté travailler toujours à la perspective de l'ouverture à la concurrence dont le calendrier n'a pas été mis en cause. Alors aujourd'hui, notre premier invité du jour, c'est Bernard Cohen-Haddad, président du think tank Étienne Marcel, président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Alors, vous avez vous-même demandé il y a très peu de temps, justement, une remise en fonction du service public, notamment dans les transports, pour les chefs d'entreprise. Que pensez-vous de ce que vient d'annoncer la SNCF ? Écoutez, ce que vous venez de dire est un focus extrêmement juste de ce que nous vivons à Paris, en Île-de-France. Il y a aujourd'hui un fonctionnement erratique d'un certain nombre de services publics, à la fois les postes, puisque vous savez qu'on a jusqu'à présent 3 jours de courrier par semaine, on espère un 4e. Il y avait un certain nombre de bureaux de poste qui étaient fermés, qui ont été réouverts en urgence en début de mois pour répondre aux minima sociaux, c'est-à-dire au règlement des minima sociaux. Il y a aussi dans les mobilités un certain nombre de services réduits, puisqu'on est à peu près à 25% de services à la RATP, et puis on a aussi un certain nombre d'administrations qui ne fonctionnent pas. Quelles sont les raisons, si vous me le permettez, pour pas être trop long ? D'une part, parce qu'on a un certain nombre de personnels du service public qui sont auprès de leurs enfants puisque les écoles sont fermées. Il y a aussi un certain nombre de personnels du service public qui sont malades. Et puis, ne l'oublions pas, il y a une grande partie aussi des salariés du public qui considèrent que les garanties de santé ne sont pas assurées dans ces établissements et qui font valoir leur droit de retrait. Ça fait partie, si vous me le permettez, des demandes que nous avons fait, nous, auprès de l'État, c'est-à-dire de la préfecture de région, mais aussi de la région Île-de-France, de faire en sorte que nos entreprises puissent travailler. Aujourd'hui, nous avons des problèmes pour recevoir du courrier, nous avons des problèmes pour faire un certain nombre de démarches administratives. Nos collaborateurs et nous-mêmes avons un problème pour se déplacer dans Paris ou en Île-de-France, et ça, c'est un vrai débat que nous devons avoir. Je vous rappelle que nous vivons, il n'y a pas si longtemps, une grève des transports qui a aussi pénalisé durement nos entreprises. Bien sûr, et puis suite également à la crise des gilets jaunes qui a également pénalisé les entreprises. Bien entendu, et si vous voulez, ce que nous avons vécu depuis 18 mois est une vraie césure entre l'univers public et le monde privé, et aujourd'hui, ce que l'on appelle, nous, c'est une vraie solidarité dans cette crise sans précédent que nous vivons. C'est pour ça que je ne jette la pierre sur personne, simplement, alors que nous avons des services essentiels
qui font le maximum dans des conditions qui ne sont pas toujours de grande sécurité, puisque nous n'avons pas encore reçu tous nos masques, nous n'avons pas encore toutes les conditions d'une sécurité optimale, et nous faisons souvent le mieux possible pour rendre service en proximité et en urgence. Nous avons besoin d'une vraie solidarité francilienne, d'une vraie solidarité des services publics, d'un vrai lien entre le monde marchand et le monde public. Alors justement, le Premier ministre a annoncé donc dimanche que les entreprises pouvaient recommencer à travailler à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où elles sont équipées, bien sûr. Quel est le sentiment actuellement des entrepreneurs face à cette proposition ? Alors, comme vous l'avez évoqué, il y a une situation déjà qui était catastrophique en Île-de-France. Je vous rappelle que l'Île-de-France est quand même 30% de l'économie nationale, c'est 20% du PIB, et que nous avons la majorité des entreprises qui sont sur notre territoire. Le moral des entrepreneurs n'est pas bon. 18 mois de problématiques et de problèmes, de conflits, n'aident pas les TPE-PME les plus fragiles dans un territoire atomisé à avoir de bons résultats financiers, de bons résultats économiques. Aujourd'hui, nous vivons avec une réalité, c'est la grande volonté et surtout l'engagement de beaucoup de petits entrepreneurs dans les services essentiels de continuer le travail depuis le 16 mars, c'est-à-dire quand même depuis le 16 mars, alors que nous avions appelé la sécurité à la fermeture de ceux qui n'étaient pas essentiels. Nous avons quand même continué à travailler. Il y a une volonté aussi des entrepreneurs de reprendre progressivement le travail dans un souci de sécurité, ça s'appelle la sécurité pour tous, à la fois pour nos entrepreneurs, à la fois pour nos collaborateurs, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos partenaires, c'est-à-dire nos fournisseurs. Et pour cela, nous avons besoin de moyens complémentaires pour pouvoir recevoir le public et aussi répondre aux différentes demandes dans un souci de sécurité. Je tiens, si vous me permettez, à saluer le travail fait par Valérie Pécresse et Alexandra Dublanche pour mettre à disposition des entreprises des masques pour celles et ceux qui sont ouverts. C'est important, c'est la seule initiative. Nous avions des délais qui étaient exorbitants de 2 à 3 mois pour nous fournir en masques. Aujourd'hui, nous avons de quoi répondre à l'urgence et c'est très important de pouvoir le faire afin de reprendre progressivement une activité dans le respect du droit, effectivement, et aussi dans le respect des normes de sécurité. Alors c'est très important ce que vous venez de dire. Donc la région Île-de-France met à disposition des masques. Comment fait-on pour les entreprises pour vous contacter on fait ça au travers du site de la région Île-de-France tout simplement, ou est-ce qu'il y a un numéro de téléphone dédié ? La région a mis à disposition des CPME, mais aussi des centres de métiers d'artisanat, un certain nombre, une dotation de masques qui a déjà été livrée et dont la livraison définitive aura lieu jeudi en présence de la présidente de région. Moi, ce que j'invite, c'est celles et ceux de nos entreprises qui ont des masques d'aller soit sur le site des CMA, puisqu'il ne faut pas surcharger la région au titre de la distribution, puisque cette distribution est déléguée, donc d'envoyer à nos amis de la CMA des demandes, d'envoyer aux CPME départementales, y compris à l'Île-de-France. Je vous donne, on a un numéro de téléphone, si vous me le permettez, qui est 01 56 89 09 30, 01 56 89 09 30. On a aussi un email, n'hésitez pas à nous contacter et nous prioriserons, parce qu'il faut être aussi juste, celles et ceux qui sont dans l'immédiat en attente urgente de masques pour pouvoir fonctionner. Notre but, c'est de donner, puisque ces masques sont gratuits, de donner ces masques en priorité à celles et ceux qui fonctionnent, à celles et ceux qui doivent se déplacer pour aller travailler à Paris et en Île-de-France. Voilà, je mettrai sur Facebook ce numéro de téléphone que vous venez d'indiquer, si vous voulez bien, Bernard Cohen-Haddad, je le mettrai sur Facebook et bien sûr sur LinkedIn, qui est quand même un réseau bien professionnel. Alors Bernard Cohen-Haddad, on a reproché finalement au gouvernement de ne pas avoir assez anticipé donc l'importance de ce virus, à l'inverse des Allemands. Est-ce que vous pensez que les mesures qui sont annoncées là par donc Édouard Philippe, qui dit que il nous faut 15 jours pour nous mettre en ordre de route, peut permettre une reprise d'une majorité d'entreprises? Écoutez, moi je ne suis pas dans la polémique, je le dis sincèrement, je ne suis pas un sachant, je suis un opérationnel, c'est ce qui me différencie d'un certain nombre de donneurs de leçons.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut reprendre dans des conditions de sécurité pour nos entrepreneurs. Je vous rappelle que le droit a relativement évolué puisque l'obligation de sécurité n'est plus une obligation de résultat mais une obligation de moyens plus, c'est-à-dire comment demain on peut reprendre le travail durablement pour assurer la sécurité de nos entrepreneurs mais surtout aussi de nos collaborateurs et de leurs familles ainsi que de leurs clients, ça c'est fondamental, et comment on peut plafonner le taux de pandémie en Île-de-France. Je vous rappelle que l'Île-de-France a été une des plus touchées. Si vous voulez un jugement personnel sur la politique que nous vivons depuis le 16 mars, j'appellerais ça un tâtonnement responsable. C'est-à-dire que nous sommes les uns et les autres, et il faut rendre hommage à tous les élus, quel que soit leur bord d'Île-de-France, d'avoir joué le jeu de la solidarité et surtout d'avoir joué le jeu du dialogue avec les entreprises. C'est assez nouveau, c'est important de le dire, et c'est important pour nous qu'il y ait cette solidarité, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il n'est pas à faire de la publicité pour un tel ou une telle. L'important c'est de faire la publicité pour nos entreprises, de faire de la publicité pour que notre économie puisse s'en sortir. Nous sommes dans une crise sans précédent, et ce que nous ne voulons pas, c'est que ce soit nos salariés, nos collaborateurs, l'emploi des jeunes des quartiers qui en soient les victimes. Alors justement, vous dites, il faut, donc effectivement c'est très important ce que vous venez de dire, cette solidarité et de remettre finalement l'économie et l'industrialisation au premier plan. C'est bien ce qu'on a compris là depuis quelques jours et c'est très important. D'ailleurs les Français le vivent très mal de ne pas pouvoir aller travailler, d'être confinés. On sent bien que le travail c'est important. Alors vous dites, vous Bernard Cohen-Haddad, je rappelle que vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France et du think tank Étienne Marcel, vous dites il faut simplifier la vie économique en Île-de-France. Donc ma question c'est comment, et deuxièmement, allez-vous demander une année blanche sans charge sociale, ni fiscale ou ni loyer? Voilà mes deux questions, s'il vous plaît. Alors, la simplification administrative, eh bien écoutez, moi je vois qu'on en parle depuis des années. J'ai fait partie d'un certain nombre de commissions de simplification administrative sous les différents quinquennats. Enfin, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai quand même un peu d'âge quand même. Donc si vous voulez, j'ai un peu d'expérience. Je crois qu'aujourd'hui, on est à une phase où on s'aperçoit à travers les dispositifs qui ont été recalés. C'est pour ça ce que j'appelais tout à l'heure ce tâtonnement responsable. Ce qui avait été annoncé au début n'est pas forcément en gestion ce que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'il faut retenir le meilleur. En tout cas, moi, en tant qu'analyste, j'essaie de retenir le meilleur. Je laisse aux politiques l'analyse politique. En gestion, moi, je trouve que nous avons une gestion au jour le jour qui peut être un effet positif, qui nous permet de recadrer et de coller au mieux à la réalité, même si tout n'est pas merveilleux, même si on peut reprocher ceci ou cela. Concernant, si vous me le permettez, cette simplification administrative, on s'aperçoit qu'il y a déjà une autre façon de travailler. Moi, il y a quelque temps, j'avais écrit un opuscule qui s'appelait « Mieux vivre et mieux travailler à Paris en Île-de-France ». Je crois que ce qui est important, c'est la qualité de vie, c'est la qualité du travail, c'est la façon dont on travaille différemment et la façon dont l'entreprise citoyenne se positionne de manière généreuse et responsable dans son action nouvelle, sociétale vis-à-vis de ses collaborateurs, mais aussi dans son environnement. Ça, c'est le premier point. Pour répondre à votre deuxième question, ce qui me semble important, c'est effectivement aussi, c'est de relancer notre économie, et que nous avons appris un certain nombre de choses. C'est que déjà, la diffusion d'un certain nombre de réunions à distance, la diffusion aussi de la capacité des uns et des autres de s'écouter, nous permet d'espérer, même si le monde est tel qu'il est, il n'est pas toujours joyeux ni heureux, la capacité de vouloir travailler ensemble. Et à mon avis, c'est ça que nous devons capitaliser, c'est notre volonté de penser différemment dans l'intérêt de notre région, dans l'intérêt d'un meilleur partage et d'une meilleure responsabilité, d'un engagement des uns et des autres. Alors oui, c'est très important. Donc vous pensez que finalement le travail à distance et le télétravail va pouvoir perdurer, que en ce moment les chefs d'entreprise prennent conscience que finalement c'est intéressant? Écoutez, le télétravail, il a déjà été mis en activité, si vous me permettez, depuis 18 mois. On a eu, comme vous l'avez évoqué, en exergue à la fois les gilets jaunes, puis 3 mois de grève des transports qui ont quand même bien paralysé Paris et l'Île-de-France. Ne l'oublions pas. Cependant, il y a un certain nombre d'activités
qui ne peuvent pas se faire en télétravail. Je pense à des activités tout simplement de vente de produits, qui peuvent être aussi un coiffeur, un électricien. On ne fait pas une réparation d'électricité en télétravail, un plombier, ce genre de métiers techniques qui demandent du savoir-faire et qui demandent, voire des métiers d'art demandent tout simplement de la présence et de l'accompagnement. Il y a aussi un certain nombre de métiers d'accompagnement où le B2B est important et tout le monde ne dispose pas d'outils numériques. On est en vraie fracture numérique en Île-de-France, compte tenu d'une grande diversité sociale et d'une grande diversité de moyens mis à disposition pour les plus défavorisés. Donc ça, c'est aussi l'enjeu numérique et l'entreprise 4.0, c'est, si vous me permettez, l'objet d'un rapport que nous sommes en train de présenter au César de France, l'entreprise du futur. C'est important pour nous. Donc ça, nous devons penser comment mieux travailler demain en améliorant nos coûts, mais sans qu'il y ait moins de droits pour nos collaborateurs. Alors, vous avez entendu comme moi qu'on a conscience qu'il faut réindustrialiser la France et on avait jusqu'à présent demandé finalement aux Français d'exporter. Donc, certaines entreprises font 80% de leur chiffre d'affaires à l'international. Qu'est-ce qu'elles disent? Quelles sont les remontées en ce moment? Alors, si vous voulez, sur l'international, pour ne pas être trop long, parce que c'est un sujet extrêmement technique, paradoxalement, nos TPE PME sont celles qui exportent peu. Ce ne sont pas celles qui exportent le plus. Ceci étant, depuis le début février et depuis la crise qui a été révélée en Asie, toutes nos entreprises qui travaillaient avec l'Asie ont été au point mort. Ça, il faut quand même le rappeler. Que la reprise du travail et les exportations va se faire, j'allais dire, au fil de l'eau en fonction des capacités de déplacement, de transport d'un certain nombre de marchandises, et ça c'est important de le dire. Moi, oui, puisque Air France pour l'instant ne vole qu'à 5% de sa capacité. C'est juste, voilà, c'est juste pour rapatrier les Français à l'étranger. On est encore dans ce que vous évoquiez tout à l'heure pour la SNCF, c'est aussi vrai pour le fret. Donc tout simplement, le fret qui se transporte par, comment dirais-je, par train, ou tout qui se transporte par avion, c'est quand même quelque chose qui a un besoin de sécurité, de durée et de confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous me permettez, et j'espère ne pas avoir oublié la question, sinon vous me la rappelez, c'est comment on peut avoir une meilleure réflexion sur ce que j'appelle l'autonomie stratégique de la région Île-de-France, c'est-à-dire comment on peut réindustrialiser de manière responsable en respectant les enjeux sociétaux mais aussi environnementaux l'Île-de-France, qui est une des premières régions industrielles, comment on peut à la fois réorienter cette industrialisation en Île-de-France et aussi gagner en autonomie stratégique. Moi, il y a quelque temps, j'avais écrit un article qui s'appelle « L'industrie doit revenir dans Paris », c'est-à-dire faire en sorte que les industries propres doivent aussi se réapproprier les villes et les bâtiments dans les quartiers politiques de la ville pour tout simplement redonner une proximité à l'emploi. Ça, c'est important de penser ceci, mais cette réindustrialisation, la redynamisation d'un certain nombre de quartiers et notre autonomie stratégique me semblent les points importants demain pour penser, pour se prolonger et éviter de subir une nouvelle crise pandémique ou autre. Alors, dernier sujet, si vous voulez bien, Bernard Cohen-Haddad. Je vous rappelle que vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France. C'est pour les jeunes, leur emploi et les stages. Quelles sont les remontées des chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils vont pouvoir en accueillir malgré tout? Est-ce qu'ils vont annuler les stages prévus au mois de juin, notamment pour les étudiants, ingénieurs, écoles de commerce? Quel est le sentiment en ce moment? Écoutez, moi je suis un fervent défenseur, vous le savez, et je vous remercie de terminer par cette question de l'emploi des jeunes, de l'accompagnement des jeunes diplômés et des jeunes non diplômés. Vous savez que nous avons mis en place avec le préfet de région un plan qui s'appelle le plan 1000 jeunes, dont nous sommes à la 2e année et qui vise à faire en sorte d'améliorer l'emploi des jeunes, quel que soit leur niveau de compétence, quel que soit leur diplôme, et ça c'est important de le maintenir et de le développer. Il y a aussi, si vous me le permettez, un accès au droit. On s'aperçoit que, et je l'ai évoqué tout à l'heure dans notre échange, que beaucoup de jeunes sont éloignés
du monde du travail, où ils sont éloignés des droits essentiels et des droits fondamentaux. Il faut travailler à plus de citoyenneté, il faut travailler à plus d'égalité, parce que les jeunes ont un potentiel de devenir, ils ont aussi un potentiel pour accompagner nos TPE-PME, et je crois que ce que j'appelle la marginalité a un effet booster dans nos petites entreprises, et ça, j'y suis entièrement convaincu. Enfin, je crois que nous devons tout faire pour promouvoir et surtout garantir les jeunes qui ont des stages rémunérés, parce que vous savez que maintenant un certain nombre de stages doivent être rémunérés justement, et c'est que justice dans nos entreprises. Encore faut-il, et je le dis, que les conditions de leur présence soit sécurisée, parce que nous ne pouvons pas nous permettre, vous savez, que à la fois le rôle du chef d'entreprise et surtout son action peut être à la fois sanctionnée de manière civile et pénale en cas de risque dans l'entreprise, y compris vis-à-vis d'un apprenti, y compris, si vous me le permettez, vis-à-vis d'un diplômé. Ça ne fait pas de problème là-dessus, le droit est le même, et nous devons bien entendu faire en sorte que les jeunes qui doivent avoir cette intégration et surtout ce contact avec l'entreprise doivent être accompagnés, aidés, et nous ferons tout pour promouvoir et pour sauvegarder les stages qui ont été engagés, et bien entendu faire en sorte de recevoir ce que l'on peut recevoir dans nos entreprises. Moi-même, je reçois 4 à 5 stagiaires dans l'année, c'est important de le faire, y compris au titre de la CPME Paris-Île-de-France, c'est important aussi de montrer et d'avoir un discours de réalité. On ne paie pas uniquement les jeunes avec des mots, ils ont aussi besoin d'actes, et je vous rappelle que c'est notre avenir et que nous avons, la plupart d'entre nous, des enfants, voire des petits-enfants qui ont besoin d'être soutenus et aidés, et c'est notre rôle de leur tendre la main dans cette période encore plus difficile. Eh bien, merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad. Je rappelle que vous êtes président du think tank Étienne Marcel également, et puis bien sûr de la CPME Paris-Île-de-France. Alors, pour les jeunes, eh bien, on a fait un appel hier au travers d'une école qui recherche des stages. On verra au fil des jours si une plateforme peut se déposer, peut-être sur la région Île-de-France, je ne sais pas. On va voir comment ça évolue, tout ça, parce qu'on évolue tous, bien sûr, au jour le jour, j'imagine. Oui, c'est important, et je crois que toute initiative doit être mutualisée. Je crois que moi, je ne suis pas pour ceux qui veulent des guichets uniques. Je crois que plus on travaille les uns et les autres en réseau sur ce type d'action, et sur ce type d'action à Paris, en Île-de-France, vis-à-vis des jeunes, plus on arrivera à mutualiser les efforts, les compétences, et si vous me le permettez, les moyens, parce que pour réussir ce type d'enjeu, il faut des moyens et aussi beaucoup de volonté. Encore merci de votre présence avec nous, Bernard Cohen-Haddad. Je rappelle que vous êtes en direct par téléphone. On va continuer, donc on va finir nos infos du jour avec la sortie de crise qui s'annonce extraordinairement complexe, a rappelé Édouard Philippe hier. Hier, nous avions un problème technique. Je n'ai pas pu vous passer cet extrait de sa conférence de presse, mais on va vous le passer tout de suite. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe maintenant. Pour son croissance en 2020, ça veut dire que la richesse nationale va se contracter, qu'elle va diminuer de l'ordre de près de 10%. C'est quelque chose de jamais vu qui va avoir un impact considérable. Les quelques chiffres que vous voyez sur l'écran sont éloquents. Au total, c'est près de moins de 36% d'activité économique pendant la période de confinement, une diminution d'activité dans l'industrie de l'ordre de 43%. Une diminution de l'activité dans le domaine de la construction, dont on connaît l'importance pour la vie économique nationale, de l'ordre de 88%, et une quasi-cessation générale d'activité dans la restauration, dans les cafés, dans les hôtels, pour la plus grande majorité d'entre eux. Ce choc économique, il est propre à la France, mais en réalité, il est propre à tous les pays qui sont confrontés à l'épidémie. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai dans un très grand nombre de pays qui, alors même que l'épidémie ne les frappe pas directement ou avec moins d'intensité, voient néanmoins l'impact de la fin de l'activité ou de la cessation d'activité dans d'autres pays se diffuser vers eux, n'ayant plus de marché, ils ne peuvent plus produire, et là aussi les affaires s'arrêtent. L'objectif du gouvernement, dans cette période,
c'est de sauvegarder ce qui peut l'être aujourd'hui pour permettre de relancer demain ce qui doit l'être. L'idée, au fond, est assez simple, c'est la réalisation qui est difficile. Nous devons faire en sorte de ne pas perdre aujourd'hui tout notre tissu productif, de lui permettre de passer cette crise sanitaire, de passer cet obstacle pour pouvoir, demain, rebondir, repartir de l'avant. C'est exactement pour cela que nous avons mis en place un certain nombre d'instruments qui ont été adoptés par le Parlement à l'occasion de la première loi de finances rectificative et qui ont été complétés, qui sont en train d'être complétés par le Parlement à l'issue de la deuxième loi de finances rectificative. D'abord un instrument qui n'avait jamais été mis en œuvre dans ces conditions en France, qu'on appelle parfois le chômage partiel, qui est en vérité un instrument qui permet de poursuivre l'activité et de faire en sorte que l'entreprise ne licencie pas ses salariés alors même qu'elle ne peut plus fonctionner. Ce dispositif de chômage partiel que nous avons mis en place concerne aujourd'hui plus de 700 000 entreprises. Au fond, c'est presque une entreprise sur deux qui en bénéficie et presque un salarié sur deux qui en bénéficie. C'est évidemment absolument considérable et le dispositif que nous avons mis en place, instruit d'ailleurs par l'expérience de 2008, c'est-à-dire de la crise financière, est un dispositif généreux qui permet à l'entreprise de ne pas perdre ses salariés et qui permet aux salariés de conserver une rémunération de l'ordre de 84% du salaire net, ce qui est très important, plus important que tous les autres systèmes mis en place dans les pays comparables. 9 millions de salariés, je l'ai dit, c'est un coût, un budget global de l'ordre de 24 milliards d'euros, c'est absolument considérable, mais c'est ce qui va nous permettre de ne pas faire basculer brutalement et inexorablement une partie considérable de nos concitoyens dans le chômage. Juste un chiffre qui a évidemment une portée, non pas de comparaison, car les deux pays sont difficilement comparables, mais qui doit être pris en compte par nos concitoyens. En un mois, aux États-Unis, 22 millions de travailleurs ont basculé dans le chômage. En un mois, 22 millions de chômeurs en plus. Le deuxième instrument que nous avons mis en place sont des prêts garantis par l'État. Il s'agit de faire en sorte que le système bancaire puisse continuer à prêter aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Le risque que nous avons anticipé, ce serait celui que la circulation de l'argent s'arrête. Si les entreprises ne peuvent pas bénéficier d'emprunts, elles peuvent se trouver du jour au lendemain en cessation de paiement et donc devoir s'arrêter. Pour lutter contre cela, nous avons garanti les emprunts consentis par les banques aux entreprises. 130 000 entreprises en sont déjà bénéficiaires. Nous avons conçu une enveloppe au global de 300 milliards d'euros et d'ores et déjà, c'est plus de 18 milliards d'euros qui ont été distribués, garantis. C'est le signe que nous pouvons accompagner les entreprises pour qu'elles soient sauvegardées pendant la crise afin de pouvoir repartir demain. Enfin, un fonds de solidarité pour toutes celles des petites entreprises, voire des très petites entreprises de moins de 10 salariés à ce stade, qui ne s'en sortiront pas si ceux qui les font vivre ne reçoivent pas un versement de solidarité, parce qu'elles ne pourront pas être sauvées sans ce versement. Nous avons là aussi prévu un dispositif large, à hauteur de 7 milliards d'euros, qui a permis de traiter dans des conditions très rapides plus d'1 million de demandes reçues. C'est l'État, à travers la Direction générale des finances publiques, qui a versé directement dans les 4 ou 5 jours qui suivaient la demande reçue les sommes aux entreprises. Ces 7 milliards d'euros sont financés pour l'essentiel par l'État, mais je veux indiquer que les assureurs se sont engagés à participer à hauteur de 400 millions d'euros à ce budget et que les régions se sont engagées à participer à hauteur de 500 millions d'euros à ce fonds de solidarité. C'est la réponse pour sauvegarder aujourd'hui, mais bien entendu, il faudra relancer demain. Et lorsque la crise sanitaire sera passée, lorsque nous allons reprendre l'activité, nous devrons penser à un plan de relance national, européen sans doute, de façon à faire repartir la machine, ce qui sera indispensable. À côté de ces mesures d'urgence économique, il y a évidemment des mesures d'urgence sociale, parce que le confinement
et la difficulté économique peuvent plonger les plus fragiles d'entre nous dans des difficultés absolument considérables. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en œuvre des mesures d'urgence sociale. Je vais laisser le ministre de la Santé et des Solidarités présenter ces mesures d'urgence sociale. Alors justement, je vous présenterai ces mesures d'ici la fin de la semaine, les mesures donc sociales bien sûr. Pour les mesures économiques rappelées par notre Premier ministre dimanche, vous pouvez réécouter sur Facebook, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Vous pouvez également, vous pourrez le réécouter sur la chaîne YouTube que nous venons juste de lancer. Vous pourrez réécouter toutes ces mesures et les numéros de téléphone qui sont indiqués par nos différents intervenants. Tout de suite, demain plutôt, je vais vous proposer un tour d'horizon un petit peu international pour voir un peu comment d'autres pays s'en sortent en ce moment. On ira aux États-Unis, mais tout de suite, on va partir sur une petite pause musicale avant l'appel de notre second intervenant. À tout de suite. Voilà, c'était donc Romantisme, une musique créée par notre technicien Charlie pour accompagner notre émission du jour. Alors, deuxième entretien du jour, je suis en compagnie de Karl Toussaint-Duvast. Bonjour Karl. Bonjour à vous. Vous êtes cofondateur de Net Investissement, donc chez vous on fait tous les placements tout simplement, donc à la fois financiers et à la fois dans l'immobilier. Donc j'ai envie de vous demander, alors quelle est la situation pour vous en ce moment, puisque tout s'est arrêté. Le gouvernement voulait que les Français investissent dans les actions. Or, les Français ont mis de l'argent sur leur livret A et puis préfèrent la pierre. Qu'en est-il? Quel est le bilan pour vous? L'analyse récente de Bruno Le Maire quant aux actions, aux élans que les Français devraient porter sur le pays n'ont apparemment pas bien été entendus, puisqu'effectivement il y a eu des records, ou en tout cas un nombre d'épargnes très important sur le livret A, qui, comme on le sait, le livret A ne soutient pas l'économie réelle, hein, ça a plutôt tendance à alimenter les fonds propres des banques. Or, la France, toutes les activités, toutes les industries du pays ont un besoin impétueux de relance, notamment par la consommation, mais aussi parce qu'elles ont besoin de capitaux. Donc le soutien financier aux entreprises, c'est presque un devoir civique en ce moment par les temps qui courent, parce qu'en revenant sur les marchés financiers, en achetant quelques actions de très grandes sociétés françaises, on va soutenir les emplois et on va soutenir notre économie pour sa reprise. Donc c'est très important qu'on prenne bien conscience de notre devoir civique individuel, de revenir dans l'investissement boursier, mais avec de quelques actions. C'est bon pour l'activité, c'est bon pour le pays. Quand vous dites quelques actions, c'est-à-dire combien vous pensez qu'il faudrait investir au minimum pour relancer l'économie et soutenir les entreprises? Quand je dis quelques
quelques actions, c'est que depuis toujours, historiquement en France, les Français ont peur de la bourse, qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne l'ont pas étudiée ou qu'ils ne s'y intéressent pas. Et généralement, on dit que quand on ne comprend pas quelque chose, on n'y va pas parce qu'on a peur. Mais là, avec d'abord le niveau actuel des marchés financiers, que ce soit le CAC 40, le SBF 120 ou l'ensemble des places boursières du monde, il y a des opportunités pour celles et ceux qui sont opportunistes. Et il y a ensuite une situation effective économique du pays qui nécessite que les entreprises soient soutenues. Donc quand je dis quelques actions, je parlais en montant. Il ne s'agit pas de mettre tout votre épargne, ni de fermer votre livret A ou votre LDD pour acheter des actions, mais d'acheter quelques actions des grandes valeurs boursières françaises, Engie, Total, LVMH, que sais-je, toutes les sociétés qui composent l'indice CAC 40 ou SBF. C'est soutenir notre économie française et n'oublions pas, protéger les emplois. Le meilleur moyen de protéger les emplois dans notre pays, bon sens, c'est soutenir les entreprises qui les embauchent. Cette année, il n'y aura pas trop de débat sur les dividendes. Je pense que soit il n'y en aura pas, soit ils ne seront pas distribués. En revanche, il s'agit de sauver les emplois. Alors justement, dans votre entreprise, vous faites ce type de conseils auprès des particuliers, j'imagine. Quels sont les premiers conseils qu'on peut donner? Vous avez parlé peut-être le critère grande entreprise, mais pas seulement. Il y a aussi les startups. Comment ça se passe en ce moment? Alors, pour le coup, les startups, c'est un univers très particulier. Les startups, et je dirais qu'il y a une dimension affective, une dimension de cœur sur laquelle je ne veux pas intervenir parce que ça relève de l'affectif et du subjectif. Si vous avez envie de soutenir une startup pour laquelle vous avez de l'appétence, vous le faites, mais vous ne le faites pas pour des raisons économiques, vous le faites pour des raisons sentimentales. Bon, maintenant, il faut soutenir notre innovation, ça c'est évident, mais sinon, de manière plus générale, tout secteur d'activité aujourd'hui est bon à prendre en investissement parce que les marchés financiers ont été très fortement décotés, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% de valeur pour certaines d'entre elles. Ouvrir un PEA et acheter quelques actions françaises, quelles qu'elles soient, de tout le CAC 40 ou de tout le SBF, c'est pour ça que je dis vraiment sans distinction. Alors vous avez des sociétés comme Corian ou Orpea qui interviennent dans le secteur des personnes âgées, tout ce qui touche les pétrolières, CGG, Morel et Prom, Total, Vallourec, qui sont des sociétés qui ont été très fortement décotées, qui vont mécaniquement, cycliquement bénéficier de la reprise. Donc c'est historique chez nous, parce qu'avant on avait une gestion très, très stock piqué, très chirurgicale. Là, toutes les classes d'actifs, tous les secteurs d'activité sont bons à prendre. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une baisse de la cotation, c'est ce que vous avez dit, de la bourse, et donc c'est le moment d'acheter finalement. Et ce qui est très étonnant, je vais vous dire, c'est que depuis toujours, moi j'ai connu 3 cycles boursiers avec 3 crises. Les Français achètent quand le CAC est à 5008, mais ils veulent pas y aller quand il est à 3008. J'ai jamais compris, mais c'est un phénomène français qui se répète inlassablement. Alors là, nous on a une activité qui est assez soutenue en ce moment parce qu'on a beaucoup de clients et qu'on gère leur portefeuille. Mais de manière générale, les Français qui ne sont pas initiés ou suivis ont peur quand les marchés sont bas et ont envie d'y aller quand ils sont hauts. C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est maintenant, quand les marchés sont bas... Il faudrait faire l'inverse, c'est ça que vous dites. Mais bien sûr, bien sûr. Alors même qu'il faut peut-être se préparer à ce que les indices boursiers redévissent un petit peu de moins 10, peut-être même encore, même de moins 15 ou moins 20%. Peu importe, le gros de la baisse est derrière nous et la probabilité d'aller récupérer 20, 30, 40% sur les 3, 4, 5 prochaines années est extrêmement forte. Un livret A vous rapporte 0,5%, c'est-à-dire moins que l'inflation. On va dire que l'inflation va peut-être être à 0 cette année, mais de manière générale, elle est aux alentours de 1 à 2. Donc ça, vous perdez de l'argent tous les jours sur votre livret A. Et si vous investissez dans l'économie réelle, vous avez une probabilité très importante, c'est pas garanti, c'est évident, mais a fortiori sur 4-5 ans, de récupérer 30, 40, 50% de plus-value. Bien sûr, et ça c'est très important. Mais très important d'un point de vue purement financier, mais il y a aussi, pour moi, il y a vraiment un devoir civique, c'est-à-dire que si on veut tous, nous sommes tous individuellement, on fait partie d'un collectif qui s'appelle la France, ou un collectif qui s'appelle l'Europe, ou un collectif qui s'appelle le monde, mais si on veut que ça reparte, c'est nous, chacun, nous individuellement, qui en sommes les acteurs au sens actif. C'est pas en mettant de l'argent sur son livret A qu'on va sauver le pays. Qu'on va participer à l'effort collectif de réindustrialisation notamment. Alors comment vous voyez l'immobilier, lui, également? Est-ce que pour vous, les prix vont baisser?
Alors, l'immobilier, c'est très étonnant parce que juste avant le confinement, l'activité des transactions immobilières en France était très bonne. Ça fait 20 ans qu'il y a grosso modo une décorrélation, un décalage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. C'est une des raisons pour lesquelles les prix augmentaient. Bon. Et ça se passait très bien, l'activité était très bonne au début du premier trimestre 2020. La crise arrive, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes, nous les êtres humains? C'est pas une fin de cycle ou c'est pas un marché qui s'ouvre, c'est nous les êtres humains qui décidons l'arrêt de toutes les économies, donc l'immobilier. Donc on a mis en pause, un marché. Donc vous avez pris votre télécommande, vous avez appuyé sur pause, puis vous êtes allé boire un verre d'eau. C'est exactement ce qu'on fait là, on a mis le marché en pause. Alors, ce que nous pensons, nous, chez Net Investissement, c'est que si le déconfinement se fait comme il semblerait être en train de se dessiner, c'est-à-dire à compter grosso modo de mi-mai et progressivement, et que assez rapidement, c'est-à-dire avant l'été, on retrouve une activité à peu près normale en France, nous ne pensons pas que l'immobilier va baisser, tout simplement parce que les projets d'investissement immobilier sont des projets qui se préparent des semaines, des mois à l'avance. Donc celles et ceux qui avaient un projet d'achat avant auront toujours un projet d'achat immobilier après. D'accord ? Bien sûr. Ça, alors... Les fondamentaux sont là. Maintenant, si la crise sanitaire dure et si surtout l'économie ne repart pas, c'est-à-dire si les mises en chômage partiel deviennent des mises en chômage permanentes, ça veut dire si on se retrouve à avoir 15 ou 20% de personnes au chômage du jour au lendemain, parce que les emplois qui ont été mis en parenthèse le temps de confinement ne sont pas maintenus en sortie de crise, là, on a un risque de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a un risque tout simplement que les emprunteurs, les investisseurs potentiels ne puissent plus assurer un crédit. C'est ça le risque. Mais tant que les fondamentaux de l'immobilier sont là, et ils le sont, je rappelle, il manque entre 500 000 et 800 000 logements en France, c'est pas un scoop, donc on a toujours ce retard de marché qui porte l'immobilier. Et ce qui est très incroyable, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les prix de l'immobilier. Là. Est-ce que les prix montent, est-ce que les prix baissent? Il y a peu de transactions. Donc on ne peut pas constater quoi que ce soit. On est en pause. Donc c'est quand on va remettre le player sur play qu'on va voir comment les marchés vont se comporter. Mais comme ça s'est arrêté du jour au lendemain, moi nous pensons chez Net Investissement qu'avec une sortie de confinement avant l'été, logiquement le marché de l'immobilier devrait reprendre sa tendance. Sa tendance au prix où il était avant la crise, c'est bien ça? Alors, bien évidemment, il y aura probablement un effet d'opportunité des acheteurs, ce qui est une loi de marché habituelle entre l'offre et la demande. Il va peut-être y avoir une correction de 5 ou 10% dans certains endroits où les prix étaient très élevés, mais ça va durer un an et ça va repartir. D'accord ? C'est un effet très ponctuel d'opportunisme, très humain, très pragmatique, qui consiste à dire je vais mettre un petit coup de canif sur le prix pour justifiant du coronavirus, mais absolument pas justifié par l'état du marché. Parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre. Alors, on a bien compris que l'immobilier était en pause, comme vous l'avez dit, là, plus rien ne se passe. Par contre, Karl Toussaint Duvast, chez Net Investissement, vous conseillez si on veut investir en bourse. Donc, comment fait-on si on veut vous joindre ? Alors, Florence, deux choses. Pour nous joindre, netinvestissement.fr, vous pouvez nous joindre par webcam, par chat, par téléphone, j'allais dire en face à face, mais ça on ne peut plus, mais en tout cas à distance avec les outils technologiques, parce que nous sommes un modèle, ce qu'on appelle figital chez Net Investissement, c'est-à-dire la jonction du digital avec tous les outils technologiques, comme je disais, chat, webcam, téléphone, email, etc. Et avant, on a toujours des agences physiques, et avant on pouvait se voir physiquement, donc c'était la conjonction des deux. Mais là aujourd'hui, on utilise tous les outils technologiques qui nous permettent de continuer à avoir des relations à nos clients. Si on veut investir, je recommande le PEA, le plan d'épargne en action, qui permet de ne pas plus payer d'impôts sur la plus-value au-delà de 5 ans et qui nous permet d'investir dans l'économie réelle et de la France et de l'Europe et de devenir un acteur de l'économie réelle. Je pense que c'est très important. Et puis, l'immobilier, pour celles et ceux qui voudraient investir dans l'immobilier, n'oublions pas que le risque est porté par la banque. On a tendance à l'oublier. Quand vous faites un crédit, c'est la banque qui porte le risque, c'est pas vous. Vous, votre risque, il est limité à votre apport financier tous les mois. Mais sinon, le risque est porté par la banque. C'est important de le rappeler parce qu'on va pouvoir créer de la valeur et du capital avec un effet de levier qui est de l'argent que nous prête la banque. Merci beaucoup pour toutes ces mises au point, Karl Toussaint Duvast. Et donc, dernière question, quand on veut investir dans l'économie, quel montant minimum, à quel montant peut-on vous contacter, j'allais dire ?
Alors nous, vous pouvez investir avec Net Investissement à partir de 10 000 euros. Donc on est un organisme de gestion de patrimoine grand public. Nous avons rendu accessible et démocratisé l'investissement. On donne accès à un très haut degré de technicité et de maîtrise du marché à partir de 10 000 euros. Ce ne sont pas les très grosses sommes. Ça, c'est pour travailler avec Net Investissement. Maintenant, pour vos investissements, commencez par 10, 15, 20% maximum de votre épargne globale en investissement boursier. C'est-à-dire, ça ne va pas vous mettre à la ruine, ça ne va pas vous mettre en danger. La probabilité de succès est très importante en ce moment, je le répète, très importante. Ne mettez surtout pas tous les œufs dans le même panier. Si vous avez 30 000 euros d'épargne comme pour tout et pour tout, mettez-en 5 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros maximum si vous voulez. D'accord ? Ne mettez pas tout, mais la probabilité de réussite est importante. Et puis, je le souhaite de mes voeux, ça vous donnera peut-être envie d'y revenir. Et une fois que vous y aurez goûté, que vous aurez vu qu'en fait, c'est bon pour vous, pour le pays, pour les emplois, eh bien, il y a une espèce de cercle vertueux qui, je l'espère, pourrait réconcilier les Français avec la finance. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre antenne, bien sûr. Au revoir, Carl Toussaint Duvas. À très bientôt. Donc voici, c'était donc tous les conseils d'investissement, que ce soit en immobilier et surtout en actions dans l'économie. Il faut se faire accompagner. En attendant et avant, il nous reste 4 minutes d'antenne. On va donc finir avec la lecture du jour, mais en attendant une petite pause musicale avec le collectif Et Demain. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sont comptés, sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui crient dans la rue, venez nous aider. Et de... Alors, c'était une très courte pause musicale parce que l'heure tourne, il nous reste même pas 3 minutes d'antenne. Laurence Robe, bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, pour terminer notre émission, vous nous lisez un extrait d'un classique, Vanina Vanini de Stendhal. On vous écoute. Je vais vous lire le livre de Stendhal. Donc, c'est une nouvelle, une petite nouvelle. Le lendemain du bal, Vanina remarqua que son père fermait avec beaucoup d'attention la porte d'un petit escalier qui conduisait à un appartement situé au 3e étage du palais. Elle leva les yeux et vit avec étonnement qu'une des fenêtres de l'appartement que son père avait fermée avec tant de soin était ouverte. Elle monta dans les combles du palais. La fenêtre ouverte qu'elle avait remarquée était à 2 pas d'elle. Elle s'approcha à pas de loup. Au fond de la chambre, il y avait un lit et quelqu'un dans ce lit. Son premier mouvement fut de se retirer, mais elle aperçut une robe de femme jetée sur une chaise. En regardant mieux la personne qui était au lit, elle vit qu'elle était blonde et apparemment fort jeune. La robe jetée sur une chaise était ensanglantée. L'inconnue fit un mouvement. Vanina s'aperçut qu'elle était blessée. Le lendemain, elle osa se cacher sur la petite terrasse avant l'arrivée de son père. Elle le vit entrer chez l'inconnu. Il portait un panier avec des provisions. Il avait l'air inquiet. Il ne dit pas grand-chose. Il parlait si bas que, quoique la porte fût ouverte, Vanina ne put entendre ses paroles. « Il faut que cette femme ait des ennemis bien terribles, se dit Vanina, pour que son père, d'un caractère si insouciant, n'ose se confier à personne et se donne la peine de monter 120 marches chaque jour. » Un soir, comme Vanina avançait doucement la tête vers la croisée de l'inconnu, elle rencontra ses yeux et tout fut découvert. L'inconnu lui fit signe d'entrer. « Je vous dois des excuses et que ma sotte curiosité doit vous sembler offensante. Je vous jure le secret et si vous les exigez, jamais je ne reviendrai. » Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurence. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va être le suspense. On poursuivra cette lecture de cette nouvelle dans les prochains jours. Comme ça, nos auditeurs pourront suivre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis donc, moi, je vais vous retrouver dès demain puisque cette émission s'achève. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Surtout, prenez soin de vous. Portez un masque quand vous sortez dehors. Et ciao, ciao. Je vous embrasse. À bientôt. À demain matin.
vous me donnez un coup de fil. Today